présentation de l'ANSSI. C'est à vous. Merci. Merci. On me dit c'est là-bas. Et je vais vous parler à vous. Ok. Bonjour, Laetitia Conem, je travaille à l'ANSSI, je suis architecte pour les systèmes d'information. Au quotidien, mon travail, c'est plutôt d'accompagner les bénéficiaires publics ou privés dans la sécurisation de leurs systèmes d'information, plutôt industriels aujourd'hui. On est sur clairement une transition technologique aujourd'hui avec le basculement vers l'industrie 4.0. Et donc se pose beaucoup la question de savoir si l'introduction de ces nouvelles technologies veut dire que le paradigme de protection périmétrique est fini. Et donc c'est le sujet que je vous propose d'explorer aujourd'hui ensemble. J'ai besoin d'aide. Yes. Donc déjà de quoi on parle, et j'aime bien prendre les définitions Wikipédia parce que c'est là où tout le monde va en premier. Wikipédia nous dit, grande inspiration, que le concept d'industrie 4.0 désigne une nouvelle manière d'organiser les moyens de production selon le principe, dans le contexte de l'automatisation industrielle. Cela se caractérise par la mise en œuvre de capteurs qui sont les éléments de base des systèmes de contrôle d'acquisition de données en temps réel. Alors je ne sais pas vous, mais dans les systèmes industriels, en fait, on a toujours eu des capteurs. Du coup, à titre personnel, je n'ai pas bien compris en quoi ça avait quelque chose de nouveau. On nous propose une autre définition sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui, qui est plutôt que l'industrie 4.0, c'est une initiative stratégique introduite en 2011, notamment par l'Allemagne, et que c'est une approche qui cherche à transformer le secteur manufacturier en augmentant sa productivité et sa flexibilité par l'adoption de technologies innovantes, telles que notamment l'IoT, l'intelligence artificielle et l'analyse de données massives, aussi appelée Big Data. Donc on va plutôt s'appuyer là-dessus. Alors je sais qu'on a de la 5G, etc. Je suis partie de ça, et vous verrez qu'on va pouvoir engrainer dessus. Donc avant de se poser la question de qu'est-ce que l'industrie 4.0 apporte, faut aussi regarder comment c'était avant l'industrie 4.0. Et donc avant l'industrie 4.0, la manière dont on représente l'usine et au cœur de l'usine, en fait, ce qu'on a, c'est la boucle d'asservissement. La boucle d'asservissement, en quoi ça consiste? On a un procédé, un terrain qui est capté par un capteur qui fait un relevé. Ce capteur va transmettre la donnée à souvent un automate qui lui va prendre une jolie consigne, qui va dire « Oh là là, ma donnée terrain, ça ne correspond pas à la consigne à laquelle je veux amener le terrain », qui va donner un ordre à un actionneur qui va bêtement l'exécuter. Ça va faire une action et donc ça va boucler comme ça, et c'est la jolie boucle d'asservissement. Hey. On a aussi appuyé le système et notre vision de l'usine, notamment en Indus, en cybersécurité Indus, sur le modèle de Purdue. C'est un modèle en zone dans lequel on a donc des zones terrain qui sont tout en bas et des zones plus informatisées qui sont tout en haut. Dans la zone terrain, vous allez retrouver notamment tous les capteurs et les actionnaires historiques. Zone procédé et zone de sécurité, vous allez retrouver tout ce qui est les automates. Puis de la zone de supervision avec toute l'informatique à destination directe du management du système industriel. Zone de production avec toutes les infrastructures plutôt de serveurs. Et une DMZ parce que ça fait toujours joli d'avoir une espace et une passerelle. Donc ça, c'était avant. Là, maintenant, la question, c'est si j'introduis du 4.0 là-dedans, comment est-ce que je change mon modèle? La manière dont ça change le modèle, déjà, c'est qu'en général, on a un SI distant, la plupart du temps, c'est dans le cloud, qui vient et qui se connecte plus ou moins directement avec le SI industriel. On a aussi souvent toute une partie IoT qui aujourd'hui n'est pas connectée directement dans le sysindus au sens où on n'envoie pas directement la donnée du capteur IoT aux automates, mais plutôt vers des zones de traitement en général considérées entreprises. Et ensuite, on remonte tout ça dans le cloud. Et si vous avez de la chance, ou pas de chance, vous avez de l'intelligence artificielle avec des algorithmes de type traitement Big Data qui est ajouté directement dans les automates. Et là, on a des choses un peu imprévisibles qui peuvent se passer parce que ce n'est pas des algorithmes qui sont prévisibles et prédictibles. Puisque c'est comme ça qu'on les veut, parce que c'est comme ça qu'ils sont intelligents. Donc, notre joli modèle de Purdue et nos jolis modèles marchent plus exactement comme avant. L'impact sur du coup l'usine et donc sur la boucle d'asservissement, c'est qu'en fait maintenant on a une donnée potentiellement, on a potentiellement une donnée qui est traitée dans le cloud, qui va pouvoir redescendre dans l'automate, souvent sous la forme de consignes. C'est aujourd'hui plutôt ce qu'on voit et ce qu'on observe. Et en fait, tout l'avantage du 4.0, c'est d'enrichir cette donnée et d'avoir une consigne plus intelligente en général pour avoir un pilotage de l'usine qui est plus performant. Maintenant, si on regarde le risque qui est lié à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez
quelque part, hébergé par quelqu'un en qui vous avez confiance, votre donnée Indus. Bon, parfois, vous ne pouvez pas complètement avoir confiance dans votre prestataire, ça arrive. Mais parfois aussi, tout simplement, vous ne pouvez pas forcément avoir confiance dans vos propres algos, ou il peut y avoir une erreur dans l'algo. Donc, c'est pas improbable de se dire que, en fait, tout ce traitement externalisé, il n'est pas du même niveau de confiance que l'usine, et donc de dire, j'ai un attaquant qui part de là. La donnée, elle va naturellement redescendre puisque c'est son comportement normal. En fait, il n'y a rien de choquant à ce qu'une donnée que vous ayez conçue pour descendre naturellement vers votre système industriel, descende naturellement vers votre système industriel. Si mon attaquant, il a dit oui, tu vas faire tourner les pales 10 ou 20% plus vite, la donnée, elle va descendre et votre automate va prendre la consigne et va faire tourner les pales 20% plus vite. Et s'il se trouve que, par malheur, vous aviez de la maintenance préventive prévue pour vos machines tournantes qui disaient que je vais faire une maintenance préventive tous les 3 ou 4 mois parce que je sais que ça correspond à l'usage de la machine. Si vous tournez 10 à 20% plus vite, vous allez avoir une casse pendant une production. Et là, c'est raté. Là, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a fait là ? En fait, là, on a apporté atteinte en intégrité à la donnée Indus et à la consigne qui descendait du cloud. Et c'est un problème parce que du coup, on ne peut pas être sûr du comportement du système industriel sur la base de ce qui arrive du cloud, puisqu'on n'a pas une confiance complète. En tout cas, on n'a pas le même niveau de confiance dans ce qui se passe dans le cloud que dans ce qui se passe dans notre usine. Bon, alors ça ne veut pas dire non plus que c'est la catastrophe et qu'il ne faut pas complètement le faire et qu'il faut casser tout le modèle. Une proposition qu'on a aujourd'hui, et d'ailleurs qui a été poussée au niveau du NCC France, pour lequel il y a eu un appel à projet, c'est de proposer des passerelles d'interconnexion IT-OT et de renforcer notamment les fonctions qui portent et qui sont incluses dans les passerelles d'interconnexion IT-OT. Donc on en a deux. On a la passerelle d'interconnexion OT vers IT, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, parce que c'est juste une passerelle d'extraction de données. En revanche, celle qui est intéressante, c'est la passerelle descendante IT vers OT, qui a pour but de protéger donc en intégrité le système industriel de données qui pourraient arriver de l'extérieur. Quand on pense cette passerelle, ce qui est important de se dire, c'est que le méchant, il est plutôt dans le côté bleu, donc il est plutôt dans l'IT, donc il est plutôt côté prestataire externe de données. C'est allé très vite. Si on l'a fait plus doucement, on a une source de données qui est maîtrisée dans l'IT et qui envoie donc des données à la passerelle. C'est très important que ce soit une source maîtrisée par l'entreprise et que ça n'arrive pas directement du cloud, parce que sinon ça casserait un très grand nombre de paradigmes qui disent que normalement on ne connecte pas un système industriel directement au cloud ou directement à Internet. On a une fonction d'unidirectionnalité. Ne sautez pas au plafond, ça ne veut pas dire qu'on met des diodes. Un firewall stateful dans un premier temps, ça suffira, et puis on verra comment on fera après. On a un contrôle d'autorisation IT. Est-ce que la machine a le droit d'initier un flux vers la passerelle de sécurité, et est-ce que ce flux est du bon type? Est-ce que je suis sur le bon protocole? Puis on a un contrôle d'innocuité IT, c'est-à-dire que de toute façon, après, on va devoir parser la donnée. On va devoir l'ouvrir, et avant de l'ouvrir, il faut vérifier que ce truc-là ne va pas nous exploser au moment où on va l'ouvrir. Et donc pour ça, en fait, on va juste faire un contrôle malware. Alors vous faites comme vous voulez. On a pas mal de choses qui peuvent le faire. On a de l'antivirus, le LR, de l'heuristique. Mais ça, c'est quelque chose, entre guillemets, de très IT, de très connu et assez maîtrisé. On a une transformation de format. C'est une fonction de sécurité, mais c'est aussi plutôt parce qu'en fait, on sait que c'est nécessaire. D'un côté, vous avez des protocoles IT, vous avez par exemple du MQTT, de l'autre côté vous avez potentiellement de l'OPCUA, potentiellement du Modbus, potentiellement des protocoles Indus un peu obscurs. Il va falloir transformer la data, donc on a prévu et on l'a mis à ce slot-là. Là où la passerelle devient intéressante, c'est que, en fait, ce qu'on disait, c'est que la donnée, peut-être que la consigne, c'est 10% plus vite. Mais comment est-ce que je sais que 1,10 bar, c'est pas bien, et qu'en fait, je devrais m'arrêter à 1 bar? Donc la première chose, c'est un contrôle d'autorisation OT. Est-ce que j'ai le droit d'écrire cette valeur industrielle, cette consigne dans cet automate ou dans ce serveur en particulier? De la même manière, on a un contrôle d'innocuité OT, qui est donc de se poser la question de savoir, est-ce que cette donnée industrielle, elle est dangereuse ou pas pour mon système? Par exemple, ça peut être, de manière très bête et très simple, des bornes. J'ai un système qui est fait pour opérer entre 1 et 5 bars, et si j'ai une valeur en barre qui est plus ou moins que 1 ou 5, et je la jette et on s'arrête là. Ça peut être des choses beaucoup plus intelligentes, avec de l'analyse du type analyse big data, analyse prédictive de comportement. La complexité de ça dépend de la capacité de votre industriel et de votre capacité à comprendre votre système et à savoir comment il est censé fonctionner. Donc là-dessus, c'est là où on va commencer à trouver, nous aussi, de l'IA, du big data, d'analyse statistique.
Et ensuite, on met à disposition, et ça c'est un élément qui est très important, on ne veut pas que le système Indus se fasse polluer de l'extérieur par de la donnée. C'est lui qui va chercher la donnée quand il en a besoin, de sorte à ne pas pouvoir se faire DDoS juste par ce lien descendant. Et là, on est plutôt confiant, en vrai, sur le niveau sécurité. Il y a toujours un petit truc qui nous embête, c'est que dans cette position-là, en fait, le système industriel, au travers de sa passerelle d'interconnexion IT vers OT, il est tout seul pour assurer sa propre sécurité. Et ça, c'est assez embêtant parce qu'on sait que très proche des usines, on a des faibles capacités à opérer. Et donc, en fait, toutes ces fonctions de sécurité, potentiellement, on veut aussi les mettre en fait, dans des concentrateurs intermédiaires qui vont avoir potentiellement plus de PEPS et qui vont pouvoir faire un pré-tri. Donc, c'est la défense en profondeur usuelle. Mais donc, si en fait, vous avez des concentrateurs relais, bah, autant mettre les fonctions de sécurité aussi à cet endroit-là. Ça évitera de se retrouver avec quelque chose potentiellement qui explose en fin de chaîne. Ma conclusion, du coup, vous avez toujours dans le paradigme 4.0 votre usine qui repose bien sur les anciens modèles. On n'est pas en train de dire qu'on explose l'existant et qu'on ne peut pas partir de l'existant. Et je pense que c'est une approche qui est très intéressante parce qu'en venant ajouter une passerelle d'interconnexion, en fait, on vient s'inscrire dans ce qui existe déjà. On vient rajouter une couche sur ce qui existe déjà sans toucher à l'intérieur du système industriel. Et donc ça, c'est très cool pour les process parce que ça veut dire qu'on ne va pas trop déranger ou on ne va pas trop venir faire des grands changements d'architecture. Par ailleurs, on permet d'interconnecter avec des nouvelles technologies qui souvent sont en train d'être amenées et donc on n'est pas non plus en train de demander un effort d'adaptation qui est trop grand. Pour autant, il reste des risques. Il reste que des risques. Votre système 4.0, enfin, les technos du 4.0, ça va apporter tout un nombre de risques, ça va évidemment apporter énormément de valeur, mais il faudra se poser quand même la question pour certains systèmes de savoir si les risques valent vraiment le coup par rapport à la valeur qui est générée. Sur des systèmes de production classiques, très bien, on y va, on prend des précautions, mais on peut y aller. Pour des systèmes de sûreté de fonctionnement, par exemple, ou des systèmes à très haute criticité, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Pour autant, on a quand même des solutions. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, donc, comme je vous disais, la passerelle, elle a été pokée en appel à projet pour le NCC. Donc, on va avoir des produits qui vont sortir là-dessus. Et on va avoir, en espèce, une normalisation de la passerelle d'interconnexion dans les années à venir. Merci.